messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de cette émission, ne manquez pas le grand format présenté par Bibi. Mais avant, nous recevons pour vous un homme qui, après une carrière riche en entreprise, a décidé de créer son propre cabinet de consultance en ressources humaines. Monsieur Brice Kra, bonsoir. Bonsoir, Madame Kadra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, vous êtes le PDG de HBS, une entreprise spécialisée dans la formation, le recrutement et le conseil en ressources humaines. Pour commencer, quel a été votre cursus scolaire? Bien, avant de vous donner les réponses liées à votre question, permettez-moi, Madame Kadra, de vous dire merci à vous ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe de production de l'émission Leitmotiv pour cette grande opportunité que vous nous offrez, nous, en tant que cabinet de consultance en ressources humaines, pour nous présenter à vous et aussi donner notre vision de comment développer les ressources humaines en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour me présenter, ce que je pourrais vous dire, c'est que je suis un pur produit de l'école ivoirienne. En 1997, j'ai fait mon baccalauréat A2 au lycée des garçons de Bergerville. Et après cela, j'ai fait une formation de BTS en action commerciale force de vente qui va se poursuivre à travers un stage dans une société de téléphonie de la place. Et tout ça, c'était environ en quelle année? Tout ceci s'est déroulé à l'horizon des années 1999. D'accord. Alors, après votre BTS, vous connaissez votre première expérience professionnelle en tant qu'agent administratif dans une entreprise de téléphonie mobile. Et en 2001, vous passez responsable de la formation dans cette même entreprise, si je ne me trompe. Effectivement, 2 années après avoir démontré ce que je savais faire, alors la confiance m'a été accordée pour occuper le poste de responsable de formation. Alors là, vous allez trouver cela un peu, je ne dirais pas bizarre, mais comment quelqu'un qui a eu à faire une formation littéraire, ensuite de commercial, après qui atterrit à un poste de responsable de formation. Alors, je suis arrivé un peu à la formation sans qu'on me demande mon avis. D'ailleurs, c'est ce qui m'a été confirmé par mon responsable hiérarchique de l'époque. Un soir, il m'a appelé, il m'a dit « Brice, tu sais, nous avons procédé à une réorganisation de la division des ressources humaines. Et moi, j'ai décidé de te mettre au poste de responsable formation. » Et là, je n'ai pas eu besoin de demander ton avis pour cela. Donc, il vous a en quelque sorte un peu imposé. Il m'a imposé cela. Mais, vous savez, nos parents nous ont toujours appris que lorsque un aîné vous confie une tâche, effectuez-la d'abord, montrez de quoi vous êtes capable, et s'il s'avère que vous n'arrivez pas à arriver jusqu'au bout, vous demandez simplement des conseils et de l'aide. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Ce monsieur-là, dès que j'ai commencé, il est venu me donner ses propres bouquets. Oui, oui. Vous déjà, pour vous mettre dans le bain. Voilà, pour me mettre dans le bain, pour que je commence à me préparer à cette fonction. Et c'est ce que je faisais. Et j'étudiais tous les soirs. Après le boulot, j'essayais de parcourir ce bouquin. Et en même temps, je mettais à exécution ce qui était dit dans ce bouquin. Justement, expliquez-nous comment s'est fait votre adaptation à ce nouveau poste. Oui, alors cette adaptation, elle s'est faite non seulement par les bouquins qui m'ont été donnés par mon supérieur hiérarchique. En plus des bouquins, il m'a inscrit à une séance de formation, d'accord, sur l'ingénierie de la formation, ce que j'ai eu à faire avec un cabinet de la place. Avec ces premières formations de prise en main pour le poste, j'ai commencé à me sentir de plus en plus confortable. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un peu plus d'assurance. Avoir un peu plus d'assurance. Pendant que je travaillais, je prenais aussi des cours d'ingénieur. Donc ce qui a fait que en 2000-2001, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de technique commerciale. D'accord. Et toujours avec la soif d'apprendre et d'avancer dans sa carrière, alors j'ai bien voulu continuer encore plus. Et c'est ainsi que j'ai été informé qu'il y a le Centre d'études supérieures en gestion basé à Dakar qui formait
au DSS en ingénierie des systèmes de formation. Je me suis présenté aux différentes épreuves. J'avoue que ça a été rude, puisque c'est un concours sous-régional. Et nous avons passé pratiquement 2 jours dans les tests et aux oraux. Et c'est lorsque j'ai été admis, je suis venu voir mon supérieur hiérarchique à l'époque, M. Christian Coco, pour lui dire: chef, je voulais faire un DSS en ingénierie des systèmes de formation pour pouvoir donner beaucoup plus de tonus à l'activité que je fais, et puis aussi me donner des perspectives de carrière assez rassurantes. Donc il l'a vu, il m'a dit mais c'est bon, il m'a félicité et s'est trouvé que cette formation elle était coûteuse. Et nous avons estimé le budget et cela a été présenté à notre directeur général de l'époque, M. Thiam, en question, a vu l'opportunité. Il a dit Brice, on le connaît, donc vaut mieux qu'on lui donne cette chance. Et en plus, ça nous fait honneur de voir un collaborateur qui a passé le concours et qui a admis. Alors, en 2006, vous obtenez un DESS en ingénierie des systèmes de formation au CESAG à Dakar. Et dans la même année, vous passez chef de service formation et développement. Et pourtant, 2 ans plus tard, en 2008 donc, vous décidez de quitter cette entreprise. Pourquoi avoir pris cette décision, surtout que vous aviez une bonne progression? Alors, lorsque je suis arrivé de Dakar, la société dans laquelle je travaillais a été rachetée par des Sud-Africains. Nous avons commencé d'autres activités au niveau des ressources humaines qui étaient tout aussi passionnantes. Et les ressources humaines avaient été fortement sollicitées pour accompagner tous les projets de développement au sein de cette entreprise-là. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'en 2008. Et en 2008, je venais déjà de faire pratiquement 8 années au sein de ce secteur d'activité de cette entreprise. J'avais envie de voir autre chose. J'ai eu quand même l'opportunité d'un poste en 2008, d'accord. C'était un poste de manager pays au niveau des ressources humaines pour la filiale d'une multinationale implantée en Côte d'Ivoire. Et en même temps, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Alors, donc, au cours de la même année 2008, vous serez embauché dans une grande entreprise de la place, cette fois-ci en tant que manager RH pays. Mais vous n'y resterez pas longtemps. Encore, je veux dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie ce nouveau départ? Alors, pourquoi est-ce que je suis parti? C'est que lorsque j'étais dans la société de téléphonie, en 2008, j'avais postulé pour un poste de chargé de formation au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et après que j'ai fait acte de candidature, je n'ai plus eu de suite. Donc, je n'y ai plus pensé. Et juste, à vrai dire, c'est que le poste même que j'avais pris au niveau de cette filiale de multinationale, bon, je pourrais même dire que cette envie-là est venue en seconde position, puisque bon, moi j'avais voulu prendre quand même un poste à l'international, à l'étranger. Et donc, lorsque la francophonie m'a rappelé courant, je peux même dire que c'est en mai 2009, qu'ils m'ont rappelé pour c'est s'excuser du délai mis, enfin, ou encore du temps mis pour me rappeler par rapport à ma candidature, et que si j'étais toujours intéressé, je pouvais me soumettre au processus de recrutement. Donc c'est comme ça en fait que vous décidez de partir? Plutôt, c'est comme ça, en fait, j'ai décidé de remettre en selle ma candidature. Vraiment, vous aimez bien les challenges et tester toujours vos compétences? Si j'essaie de voir un peu le nombre de fois où je décide d'entrer dans de nouvelles structures, je peux quand même arriver à cette déduction. Mais, comme vous le savez, il y a les études qui ont démontré qu'un cadre démissionne 3 à 4 fois dans sa carrière. Donc, je pense être quand même dans la fourchette, dans la bonne fourchette. Dans les proportions acceptables. D'accord. Alors, juste avant de revenir sur votre parcours, Monsieur Kra, je vous propose de suivre, juste après la pub, le grand format présenté par Bibi. Pub. Je suis M. Nda Yacine. J'ai entendu parler de la politique des logements sociaux.
Au début, j'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir acheté ma première maison à la cité OPS 1 de Bingerville. OPS Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. OPS Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pub. Coucou Corinne, coucou à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour ce grand format de cette semaine, nous sommes au lycée municipal d'Atekoubé où se tient une édition de Tycoon School Tour. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces cadres et de ces élèves qui auront à échanger pendant 1 heure de temps sur leurs secrets de réussite, des difficultés qu'ils rencontrent en milieu scolaire. Je vous propose de nous suivre. Un résumé de toutes les informations parce que lui n'avait pas le temps de lire le journal et ça a fait que j'ai eu une propension, une envie d'apprendre et de lire. Et donc tous les petits exercices que vous pouvez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs, ne les lâchez pas. Je vous remercie. Peut-être on nous dit nous on va chercher un travail, on va être 100 en avoir un. La différence avec non seulement la technique, ce que vous savez, mais aussi votre comportement. Quand vous êtes à l'école, vous marchez dans les couloirs. Si vous traînez les pieds, vous allez traîner les pieds aussi au bureau. Et on ne va pas vous percevoir comme quelqu'un de compétent. C'est des petites choses, mais c'est important. La manière dont vous vous tenez, la manière dont vous allez vous asseoir, tenez-vous droit, ne traînez pas les pieds. Je me nomme Seydi Wakfele et est en classe de terminale D3. Bon, ma préoccupation est la suivante. Lorsque les intervenants sont venus, ils ont plus axé sur les séries A et les séries C. Concernant les séries D, j'aimerais savoir, nous qui sommes polyvalents, donc est-ce que tout quel choix devons-nous faire pour mieux nous orienter? C'est ma question. Bonsoir. Moi, c'est Pluralia Minata en terminale A3. Ma question s'adresse à Mariam Djibo, Madame Mariam Djibo. Qu'est-ce qui vous a motivé à être ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous n'étiez pas forte dans les matières scientifiques? Merci. Je n'étais pas bonne en maths, je n'étais pas bonne en physique, mais c'est vrai que j'étais bonne à peu près partout ailleurs, en langue, en français. Donc en fait, j'ai choisi aussi bien dans les études que dans ma carrière des métiers qui faisaient ce qu'on appelle des métiers généralistes, donc qui font appel à vraiment plein de compétences différentes. Alors c'est vrai que j'avais des collègues qui étaient plus forts dans les équations que moi, mais moi de l'autre côté, comme j'avais plus de notions de ressources humaines, de notions de marketing ou quoi que ce soit d'autre, je pouvais travailler à côté d'eux et aussi leur apporter des réponses à leurs questions. Parce que le marketing est censé vous amener, vous, autant que vous êtes, à consommer des produits, à acheter des produits. C'est ça votre rôle. En vous influençant, en agissant sur vos comportements. Donc il y a beaucoup de sociologie, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de probabilités. Ce n'est pas une matière juste aléatoire. En général, quand les gens pensent au marketing, ils voient juste la publicité. Mais la publicité que vous voyez à la télé, c'est ce qu'on appelle la face visible de l'iceberg. Avant d'arriver à cette publicité-là, il y a tout un travail qui est fait en profondeur, un travail scientifique. Et donc, c'est ça qui m'a attiré principalement vers le marketing. Baby
Baby girl, I go give you money. Give you sweet, you go call me police. Hey, girl, I go give you money. Give you sweet, you go call me police. Hey, if you go give it to me. If only say you go give it to me. Hey, if you go give it to me. If only say you go give it to me. Hey, bang bang. Madame Djibo? Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici? Surtout les femmes, c'est ce que j'ai retenu. Exactement, surtout les femmes, elles sont... on est meilleures que les hommes, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il ne faut pas vraiment se laisser enfermer, je dirais, par le machisme de la société. C'est vrai qu'elles devront plus travailler, toujours, malheureusement, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie active, mais elles peuvent le faire. Il faut juste savoir se distinguer, avoir le bon comportement, et voilà, et donc elles y arriveront, et j'espère avoir pu leur donner un exemple de cette réussite. En tant que président de la commission jeune de l'Initiative Côte d'Ivoire, qui organise en partenariat avec Vaudou ces rencontres avec des élèves, je pense que l'idée c'est de booster un peu ces élèves-là, les motiver et surtout leur faire prendre conscience que les années qui passent à l'école sont les années qui déterminent leur avenir. Et donc ces speakers-là que nous avons sélectionnés font partie des modèles, des exemples qui ont fait leurs preuves aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger et qui ont mis à cœur de prendre au sérieux leurs études et qui ont mis le travail en avant et ça a été payant pour eux. Et ils sont venus communiquer avec ces élèves-là pour leur donner cet amour du travail bien fait et donc je suis totalement satisfait. Alors je suis en compagnie de monsieur Pierre Aimé, directeur d'exploitation d'une banque de la place. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors quel est le conseil que vous pouvez procurer à ces élèves qui vous ont suivi? Je pense que le conseil le plus important dont on a discuté aujourd'hui avec tous ces élèves, c'est de leur dire que rien n'est impossible. Avec les capacités qu'ils ont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'ils aient honte ou qu'ils sous-estiment leurs capacités. Ils sont capables de le faire. Il faut juste qu'ils se renseignent, juste qu'ils trouvent leur voie et puis qu'ils travaillent pour y arriver. On vous remercie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le leitmotiv, c'est chaque chose en son temps. Et donc, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de savoir à quel moment étudier, à quel moment s'amuser. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin de vivre leur vie, de vivre leur jeunesse. Donc, on ne peut pas leur dire de travailler tout le temps. Il faut qu'ils trouvent le temps de s'amuser. Mais s'amuser sainement. Je leur ai dit, attention aux grossesses à risque, attention aux maladies, au MST, attention à l'alcool, à la cigarette et tout. Mais il faut qu'ils trouvent le temps de s'amuser dans leur vie. Ça fait partie de la vie et pour moi c'est ça la base. Il y a un moment pour s'amuser et un moment pour travailler. C'est ce qu'il faut pour eux ici. D'accord. Est-ce que vous avez vécu de moments forts auprès de ces élèves-là? Oui, parce que ça me ramène 20 ans en arrière quasiment, quand j'étais également à leur place. Heureusement, moi aussi, il y a eu des gens qui sont venus me conseiller sur la suite de ma carrière. C'est ce qui a donné la carrière que je mène aujourd'hui. Bonjour, c'est quel nom? C'est Kwame Anne-Alex Sosten, en classe de terminale A1. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu de cette entrevue, c'est que c'est la détermination qui nous permet d'aller au bout de nos besoins, de ce que nous aspirons dans la vie. Bon, c'est Klubali Aminata. Et aujourd'hui, j'ai retenu de cette rencontre que c'est bien d'échanger avec les personnes qui travaillent, qui ont de l'expérience que nous. Et aussi, j'ai retenu de Madame Djibo, Mariam Djibo, que notre comportement de l'école nous suit jusqu'à ce qu'on entreprenne quelque chose, qu'on travaille. Donc c'est bien d'avoir un bon comportement dès l'école et comme ça on pourra être bien quand on travaille. Aussi, il faut savoir ce qu'on veut. C'est M. Gameli Kofi Richard, élève en terminale D5. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur? J'aimerais devenir un grand médecin, aller beaucoup à la recherche pour pouvoir découvrir toutes ces maladies que l'homme n'arrive pas à découvrir afin que nous puissions évoluer, toujours travailler, aller au bout de ce que l'on veut devenir, ne jamais se décourager et essayer de copier sur ces personnalités qui, par leur travail, ont pu devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, pouvoir se faire nous-mêmes aussi. Je me nomme Mademoiselle Dia Aminata, en classe de terminale A3. Ce que j'ai retenu surtout pour les filles,
J'ai retenu que les femmes doivent être des femmes dynamiques et indépendantes dans la tête. Puisqu'on ne doit pas compter sur des hommes. Dans le futur, j'aimerais devenir avocate, une très grande avocate. Merci. Bonne chance. Merci. If you go give it to me, even they say you go give it to me. Suivez Leitmotiv tous les dimanches à partir de 13h30 sur RTE, c'est génial. Alors Corinne, c'est ici que s'arrête cette édition du Tycoon School Tour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce numéro du grand format a été réalisé par Jacques Junior pour Exclusive Média. Pub. Ah bon? Hé, madame Kofi! Toujours quand tu cours mes habits, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Mais madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fil de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité? Regarde. Regarde ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champion. Les habits de mes enfants, champion. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Pub. De retour avec notre invité, M. Krabrice, PDG de HBS Group, qui est une entreprise de prestation de services ressources humaines, notamment la formation, le recrutement, le travail temporaire, l'intérim, le conseil en ressources humaines, sans oublier l'intelligence économique, qui est une nouvelle activité que nous développons au sein de notre entreprise. Alors, en 2009, vous obtenez un poste de cadre à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, plus d'1 an après avoir postulé. Racontez-nous ce passage de votre vie professionnelle. C'était très flatteur, c'était aussi une façon de récompenser les efforts quand même que j'ai fournis, de voir qu'il y avait quand même un Ivoirien qui arrive à aller prendre une place, là où peut-être que on aurait pensé que c'est soit des personnes qui ont soit des carnets d'adresse assez étoffés qui pourraient quand même prendre ces postes-là. Exactement. Mais à l'époque, vous aviez une idée des personnes qui, comme vous, avaient postulé? Je ferai quand même un petit clin d'œil à mon ancien directeur d'institut à Dakar, qui avait même postulé au même titre que moi. Voilà. Mais bon, enfin, c'était une compétition. Hein. Il a dû être surpris que ce soit vous qui ayez été choisi. Oui, agréablement surpris de voir aussi que, son élève. Un de ses anciens étudiants, et on a quand même gardé de très bons liens. D'accord. Et en quoi consistait votre mission à l'OIF? Alors, la mission à l'OIF consistait à apporter un soutien au sein de la direction des ressources humaines d'alors, parce que l'OIF s'était engagé dans un projet de modernisation de son fonctionnement. Pour la formation, ce que je faisais, c'est que déjà, c'était de mettre en œuvre toutes les actions de formation au niveau du personnel et aussi participer à l'équipe projet chargée de la réforme des ressources humaines, notamment les aspects formation et management de la performance. Justement, comment se passe donc votre vie à Paris en tant que fonctionnaire international chargé de la formation à l'OIF? Alors, cette carrière, vous savez, lorsque vous êtes à l'OIF, vous êtes assimilé à un personnel diplomatique. Donc, on bénéficiait des statuts et privilèges qu'offrait le ministère des Affaires étrangères française. Et donc, à Paris, cette vie-là était quand même une vie, je pourrais dire, réglementée. Oui. Voilà, ce n'est pas Paris où on y était parce que soit on était étudiant, en vacances ou quoi, ou bien soit on était en vacances. Il fallait vraiment faire beaucoup attention. Et à côté de cette vie professionnelle-là, il y avait quand même la vie personnelle. Mais bon, malgré tout ça, 1 an après, vous décidez de quitter encore une fois de plus votre poste à l'OIF, oui, alors que votre contrat était de 3 ans. Oui. Alors, vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette décision alors que le pays était en pleine crise? Pratiquement, cela me faisait 10 années de carrière, un peu plus de 10 années. Et donc, il fallait quand même que je fasse le point sur moi-même. Est-ce que je décide d'avoir une carrière de fonctionnaire international ou bien je continue d'être dans le privé, dans les multinationales? Donc, j'ai décidé en 2011 de rentrer
et de réintégrer le secteur privé. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je rentrais en Côte d'Ivoire, j'ai eu quand même un poste de directeur des opérations et de développement dans un cabinet de recrutement et de ressources humaines de la place. Alors donc comment se passe votre retour aux affaires dans votre pays après la parenthèse donc internationale? Alors j'ai commencé quand même dans ce cabinet en tant que directeur des opérations et du développement. Il y a quand même certains projets que nous avons eu à mener ensemble. Et Dieu merci, ces projets se sont quand même concrétisés. Mais après pratiquement environ 4 années de présence, donc, précisément j'ai fait 3 années et 11 mois, d'accord, au sein de ce cabinet. Et bon, pour moi, les grands challenges étant terminés, j'ai décidé quand même de donner une autre orientation à ma carrière. Donc là, nous sommes en fin 2014 et encore une fois, vous allez prendre la décision de quitter cette entreprise pour une nouvelle aventure que nous aurons l'occasion de dévoiler à nos téléspectateurs la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.